L'île de Scorpios n'est pas une simple étendue de terre émergée de la mer Ionienne. C'est un cercueil de roches entouré de cristal bleu. Sur ce domaine privé, chaque grain de sable a été payé par le sang et la sueur d'un homme qui pensait pouvoir posséder le temps lui-même. Aujourd'hui, le vent qui s'y engouffre ne transporte pas l'odeur du sel, mais celle d'une mélancolie dorée. Atina Onassis, la dernière héritière de cette lignée maudite, n'y est pas une reine. Elle en est la captive la plus riche du monde. Imaginez un instant vous réveiller avec la certitude que votre nom vaut des milliards, avant même d'avoir appris la valeur d'un sourire. Vous possédez des îles, des flottes de pétroliers, le silence des puissants et l'obéissance des gouvernements. Pourtant, vous n'avez rien, car quand on est Onassis, le monde cesse de vous regarder comme un être humain pour ne plus voir en vous qu'un coffre-fort à ciel ouvert. Atina est l'ultime vestige d'un empire légendaire, une jeune femme dont le destin a été scellé par les ambitions dévorantes d'un grand-père qu'elle n'a jamais vraiment connu. C'est une histoire où l'argent ne sert pas à construire, mais à isoler, où chaque dollar supplémentaire est une brique de plus au mur de votre propre prison. Le drame de cette dynastie n'est pas une simple succession de tragédies, c'est une condamnation à perpétuité prononcée par la fortune elle-même. Bienvenue dans l'antichambre du pouvoir absolu, là où l'opulence étouffe les cris et où la paix est la seule marchandise qu'aucun chèque ne peut acquérir. Ici, les héritages ne sont pas des cadeaux, ce sont des sentences de mort. Tout commence par une faim que rien ne peut rassasier. En 1923, un jeune grec nommé Aristote débarque à Buenos Aires. Il a 17 ans et l'odeur de la défaite colle à sa peau de réfugié. Il n'a ni nom, ni protection, ni un sou en poche. Mais il possède une arme plus redoutable que l'or, une rage froide. Aristote Onassis ne veut pas seulement survivre. Il veut dominer ceux qui l'ont méprisé. On raconte qu'il travaillait comme standardiste de nuit, les écouteurs vissés sur les oreilles, non pas pour servir mais pour chasser. Il interceptait les secrets des autres, apprenait les faiblesses des marchés, découvrait qui était au bord du gouffre et qui avait besoin d'un sauveur sans scrupules. Il a compris très tôt que l'information est le seul véritable levier du monde. Avant ses 25 ans, il régnait déjà sur le tabac. Mais son génie, ou sa perversité, s'est révélé lors de la Grande Dépression. Alors que le monde entier sombrait dans la terreur et que les armateurs abandonnaient leurs navires à la rouille, Aristote avançait. Il a racheté 6 cargos pour une fraction de leur valeur. Un prédateur ne voit jamais une crise comme un désastre. Il la voit comme un solde général sur le destin des faibles. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a transformé l'acier en diamant. En enregistrant sa flotte au Panama, il a inventé l'art de l'esquive fiscale brutale. Moins d'impôts, plus de liberté, plus de pouvoir. Ces navires transportaient le pétrole et les munitions du conflit, facturant chaque goutte de sang au prix fort. À la fin de la guerre, il ne possédait pas seulement de l'argent, il possédait les mers. L'empire Onassis était devenu une entité géographique à part entière. La Olympic Tower à New York, l'île de Scorpios, la compagnie aérienne Olympic Airways et le yacht Christina O, véritable palais flottant où les tabourets du bar étaient recouverts de cuir de prépuce de baleine. C'était une démonstration de force obscène, une manière de dire au monde que rien n'était trop rare ou trop sacré pour lui. On raconte qu'il gérait sa fortune à travers 217 comptes bancaires secrets disséminés sur le globe. Une fragmentation maladive, comme si Aristote savait que plus une fortune est grande, plus elle attire de mains avides. Il vivait dans une paranoïa dorée, conscient que son succès avait créé une meute de loups affamés autour de lui. Avant de plonger dans l'horreur qui allait bientôt déchirer ce voile de perfection et révéler la noirceur du clan, rejoignez notre cercle pour ne rien manquer des récits qui explorent les coulisses du pouvoir. La règle d'or des empires est simple. Tout ce qui monte finit par retomber, souvent dans un fracas de métal et d'os brisés. Le prix du sang fut réclamé le 23 janvier 1973. Alexander, le fils unique, l'héritier mâle, celui que le patriarche avait sculpté pour lui succéder, s'écrase en avion à Athènes. Il n'avait que 24 ans. Ce jour-là, Aristote Onassis a compris l'insulte suprême de la vie. On peut acheter un pays, mais on ne peut pas corrompre la mort. Le vieux lion ne s'en est jamais remis. La douleur s'est transformée en une décomposition lente de l'âme et du corps. 2 ans plus tard, le prédateur s'éteignait à son tour, laissant derrière lui un champ de bataille déguisé en testament. La fortune,
estimé à 500 millions de dollars de l'époque, soit plusieurs milliards aujourd'hui, fut dépecé. 55% pour Christina, la fille survivante, et 45% pour une fondation au nom du fils mort. Entre les deux, Jacqueline Kennedy Onassis, la veuve la plus célèbre d'Amérique, repartait avec un chèque de 26 millions de dollars pour prix de son silence et de son départ. Christina et son frère appelaient Jackie la chercheuse d'or. Pour les Onassis, le reste de l'humanité n'était qu'une armée de charognards rôdant autour de leur tanière. À 24 ans, Christina se retrouvait seule au sommet d'une montagne d'or, mais chaque lingot semblait peser sur sa poitrine, l'empêchant de respirer. Elle héritait d'un empire, certes, mais surtout d'une cible peinte dans son dos. Christina était une femme faite de contrastes violents, une créature de verre évoluant dans un monde d'acier. Elle possédait ce don héréditaire pour les affaires, une capacité presque animale à flairer les marchés et à maintenir à flot les pétroliers de son empire, mais à l'intérieur, le mécanisme était brisé. Elle maniait les chiffres comme des lames de rasoir le jour, pour finir la nuit noyée dans un brouillard de substance et de solitude. 4 mariages, 4 tentatives désespérées d'acheter ce que le destin lui refusait obstinément, un regard qui ne s'arrêterait pas à l'éclat de ses comptes bancaires. La paranoïa n'était pas chez elle une maladie, c'était une forme d'intelligence. Comment croire à la sincérité quand chaque poignée de main ressemble à une tentative d'extorsion? Chez les Onassis, on ne perd pas seulement de l'argent, on perd son visage, son âme et finalement sa propre trace. En 1984, elle a pourtant cru au miracle. Elle rencontre Thierry Roussel, héritier d'un empire pharmaceutique français. Il était riche de son propre nom, n'avait pas besoin de quémander une place à sa table. Pour Christina, c'était la drogue la plus dangereuse de toutes, l'espoir. Elle s'imaginait que cet homme l'aimait pour sa mélancolie, pour ses silences, et non pour les milliards qui dormaient dans les coffres de Zurich. Le 29 janvier 1985, dans le luxe feutré de Neuilly-sur-Seine, elle met au monde Attina Hélène Roussel, un nourrisson aux yeux innocents sur lequel pèse déjà une ombre colossale. Le baptême a lieu à Scorpios, sur cette terre privée où le luxe côtoie les tombes familiales. Pour Christina, Attina n'est pas une héritière. C'est une promesse de rachat. Elle veut transformer l'or maudit des Onassis en une simple lumière d'amour maternel. Elle veut désinfecter le nom de famille. Mais la pureté n'a pas sa place dans cette lignée. Thierry Roussel n'était pas le sauveur attendu, mais un autre type de prédateur, plus subtil, plus cruel. Pendant qu'il jouait les maris modèles, il entretenait une vie parallèle avec Gaby Landage, un mannequin suédois. L'adultère ici n'est pas une simple faute, c'est une insulte métaphysique. Tandis que Christina essayait de construire un foyer, Roussel fondait une autre famille, ayant même des enfants avec sa maîtresse au moment même où il partageait le lit de l'héritière. L'attrait sang était total, presque symbolique. Pour Christina, le réveil fut brutal. L'amour n'était qu'un passeport pour son empire. Le divorce est prononcé en 1987. Christina, blessée à mort, prend alors la décision la plus lucide de sa vie. Elle dresse des remparts autour de son enfant. Elle crée un conseil d'administration composé de 5 sages grecs, les mains droites de son père, pour gérer la fortune jusqu'à la majorité d'Attina. Elle verrouille les coffres, multiplie les clauses juridiques, tente de construire une forteresse de papier autour du berceau. Elle sait que le danger porte souvent le visage du père. Mais aucun contrat ne peut protéger contre le vide. Le 19 novembre 1988, dans une demeure près de Buenos Aires, le silence devient définitif. On retrouve Christina morte dans sa baignoire. Elle n'avait que 37 ans. L'autopsie murmure les mots d'œdème pulmonaire et d'arrêt cardiaque. Le monde, lui, murmure autre chose. Quand des milliards sont en jeu, la coïncidence est un luxe que personne ne s'autorise à croire. Christina est partie comme elle a vécu, seule, entourée d'une opulence qui n'a pas su la réchauffer. À cet instant précis, une enfant de 3 ans devient la clé vivante du plus grand coffre-fort de la planète. Attina Onassis ne sait pas encore ce qu'est la mort, ni ce qu'est un dollar, mais elle est déjà la cible de toutes les convoitises. Elle n'est plus une orpheline. Elle est un enjeu géopolitique et financier. Les vautours n'ont pas attendu la fin des funérailles pour commencer à aiguiser leurs serres. La question n'était pas de savoir comment cette petite fille allait grandir, mais qui allait tenir les rênes de son destin. La mort de sa mère a transformé son deuil en une foire d'empoigne internationale. Thierry Roussel obtient la garde et emmène Attina en Suisse, tentant d'imposer un décor de normalité à une existence qui ne le sera jamais.
Vivre en Suisse, entouré de gardes du corps, avec des îles privées et des flottes de navires inscrites sur son acte de naissance, n'a rien d'une enfance. C'est un siège. Roussel voulait créer une bulle, mais dans le monde des Onassis, les bulles finissent toujours par éclater sous la pression des secrets enfouis. Atina était désormais une captive dorée, une petite fille dont chaque sourire était scruté par les comptables et dont chaque lerme valait une fortune en bourse. Elle portait un nom capable de faire plier des nations, mais elle n'était, au fond, qu'une enfant seule dans une villa helvétique, attendant de comprendre pourquoi son nom était à la fois son plus grand privilège et sa plus lourde chaîne. La normalité pour Atina n'était qu'un mot vide de sens, une abstraction cruelle griffonnée sur les rapports de ses gardes du corps. On ne joue pas quand on est l'héritière d'un empire qui a fait trembler les nations, on s'entraîne à survivre. Sa première prison ne fut pas une cellule de pierre, mais une routine millimétrée, un carcan de surveillance où chaque pas, chaque rire, chaque respiration était scruté par des hommes dont le regard ne cherchait pas son bien-être, mais la sécurité des actifs qu'elle représentait. Chez les Onassis, l'enfance n'existe pas. Il n'y a que de la vigilance. Christina, dans un dernier éclair de lucidité paranoïaque, avait tout prévu. Elle avait laissé derrière elle un rempart de fer, un conseil d'administrateurs grecs. Ces hommes, des vétérans de la finance, froids et calculateurs, se faisaient appeler les gardiens. Mais dans l'arène du pouvoir, le gardien n'est souvent qu'un propriétaire qui attend son heure. L'accord qui régissait la vie d'Atina en Suisse était d'une brutalité sans nom. Thierry Roussel, le père pouvait élever sa fille, mais il ne pouvait pas effleurer la fortune. Chaque centime du prix d'une robe d'enfant aux frais d'une rénovation devait être mendié auprès de ce conseil. Imaginez l'humiliation. Un père contraint de demander la permission pour acheter un jouet à sa fille, une enfant qui, sur le papier, valait déjà plus que tous les hommes présents dans la pièce réunie. Thierry n'était plus un père, il était un employé de luxe, un gestionnaire de patrimoine humain traité avec un mépris souverain. Cette tension n'était pas un secret de bureau, elle flottait dans l'air de la villa suisse comme un gaz toxique. Les enfants n'entendent pas les clauses des contrats, mais ils ressentent les vibrations de la haine. Atina a grandi en respirant ce ressentiment. Elle voyait les visages se crisper aux mentions du nom Onassis. Pour elle, ce nom n'était pas un titre de noblesse. C'était l'arme que les adultes utilisaient pour s'entretuer au-dessus de son berceau. Elle n'était pas une petite fille. Elle était un trophée de guerre. Une otage dans une cage dorée dont tout le monde se disputait la clé. Pendant ce temps, la presse se repaissait de son deuil. L'orpheline la plus riche du monde devenait un produit de consommation. Chaque titre de journal, chaque photo volée à travers les grilles de sa propriété alimentait l'incendie que sa mère avait tant essayé d'éteindre. On ne voyait pas son cœur brisé. On comptait ses zéros. Les vautours n'attendèrent pas qu'elle tombe, ils attendaient qu'elle signe. Cette guerre froide a duré des années, infiltrant chaque moment d'intimité, pourrissant les relations filiales jusqu'à la moelle. En 1999, le couperet tombe à Vaduz, au Liechtenstein. Un tribunal décide de retirer la gestion de la fortune aux Grecs pour la confier à une firme spécialisée liée à KPMG en Suisse. Neutralité, professionnalisme, gestion experte, les mots étaient hier et polis, mais le mal était déjà irrémédiable. L'héritage n'avait pas seulement tué la mère, il était en train d'effacer la fille. Atina avait compris la leçon la plus amère de la fortune. L'argent n'est pas un outil, c'est une barrière. Il n'apporte pas l'amour, il attire l'intérêt. Il ne libère pas, il contrôle. À l'adolescence, la révolte d'Atina a pris une forme terrifiante pour son entourage. Elle a commencé à rejeter tout ce qui était grec. Elle refusait sa langue, ses origines, son sang. Ce n'était pas une crise d'identité classique, c'était un exorcisme. Elle haïssait ce nom qui avait dévoré sa vie. Sa belle-mère, Gabi Landage, rapportera plus tard des paroles qui résonnent comme un cri de désespoir pur. Atina aurait affirmé que si elle le pouvait, elle brûlerait chaque dollar des Onassis. Elle voulait mettre le feu à l'Empire pour pouvoir enfin marcher dans les cendres, libre, anonyme, pauvre. Pour des millions de gens, ces milliards sont un rêve. Pour elle, ils sont une condamnation. Mais même dans les prisons les plus sombres, on finit par trouver une fissure. Atina a trouvé la sienne dans le silence et la puissance des animaux. Les chevaux, le saut d'obstacle. Là, dans l'arène, le nom de famille ne compte plus. La gravité ne se soucie pas de votre compte en banque.
C'était son seul moyen de s'élever, de quitter enfin le sol souillé de Scorpios pour un instant de suspension pure. Dans la poussière de l'arène, le monde s'efface. C'est le seul endroit sur cette terre où l'on ne vous demande pas combien vous valez, mais comment vous tombez et comment vous vous relevez. Juchée sur son cheval, Athina n'est plus l'héritière d'un empire maritime. Elle n'est plus le coffre-fort vivant que les banquiers s'arrachent. Elle est une athlète. Elle est faite de sueur, de peur domptée et de courage brut. Sous le cuir de la selle, elle n'est plus une cible. Elle est une personne réelle. L'équitation n'a jamais été pour elle un simple passe-temps de jeune fille riche. C'était un sanctuaire, une drogue émotionnelle, la seule issue de secours pour s'évader d'un nom qui hurlait trop fort. Là, dans le silence de la bête et le rythme du galop, l'héritage maudit se taisait enfin. Mais ce répit n'était qu'une parenthèse, une trêve fragile dans une guerre qui avait commencé avant même sa conception. Car le destin Onassis est une horloge mécanique, réglée sur une tragédie imminente. Et les aiguilles se rapprochaient inexorablement de l'heure la plus dangereuse, le passage à l'âge adulte. Le 29 janvier 2003 n'était pas un anniversaire, c'était une échéance. Le jour de ses 18 ans, Athina cessait officiellement d'être une enfant protégée par des avocats pour devenir la maîtresse absolue d'une fortune colossale. Le monde entier avait les yeux rivés sur elle, attendant de voir une frêle jeune fille se métamorphoser en déesse des milliards devant les caméras. On fantasmait sur cette transition, imaginant que les chaînes tombaient pour laisser place à un commandement souverain. Mais la réalité est plus sombre. Que se passe-t-il dans l'esprit d'une femme qui déteste son propre argent lorsqu'elle pose enfin ses mains sur le magot? Pour le commun des mortels, l'argent est synonyme de liberté. Pour Athina, c'était le type de prison le plus sophistiqué jamais conçu par l'homme. Il existe une différence brutale entre celui qui bâtit sa richesse par la lutte et celle qui naît en devant une fortune au destin. Athina n'avait rien construit, rien choisi, rien conquis par elle-même. Pourtant, ce matin-là, elle s'est réveillée en étant l'une des femmes les plus riches de la planète, une icône de papier dont chaque mouvement allait être disséqué par la curiosité morbide des foules. Du jour au lendemain, ce qui n'était qu'un nom de famille s'est transformé en une suite de chiffres étourdissantes. Et les chiffres ont un effet secondaire dévastateur. Ils poussent des inconnus à agir comme s'ils possédaient une part de votre intimité. La presse internationale parlait d'elle comme d'un monument historique, une pièce de musée ambulante. La dernière Onassis, l'orpheline milliardaire. On célébrait le glamour des îles privées, les jets qui attendent sur le tarmac, les tours de verre à New York, les actifs éparpillés sur tous les continents. On listait ses possessions comme on énumère les trophées d'un conquérant sans jamais se demander ce que tout cela signifiait pour une adolescente de 18 ans qui avait grandi dans l'ombre d'une mère suicidée et le fracas des disputes d'avocats. Athina avait compris très tôt que cet héritage n'était pas un cadeau, mais une souillure élégante qu'on ne peut jamais laver tout à fait. Le public attendait un spectacle. On voulait la voir diriger la flotte, étendre l'empire naval du grand-père, devenir une philanthrope mondiale ou une jet-setteuse de premier plan. On exigeait qu'elle incarne le rêve collectif, qu'elle soit la preuve vivante qu'un conte de fées peut finir par un chèque de plusieurs milliards. Mais il y avait une faille dans le contrat, un secret que peu de gens comprenèrent vraiment. Athina contrôlait la part venant de sa mère Christina, une somme astronomique, certes. Mais la moitié de l'empire Onassis dormait ailleurs, dans les coffres de la fondation Alexander S. Onassis. Créée par Aristote en mémoire de son fils fauché en plein vol, cette fondation détenait 45% du legs total. Ce n'était pas seulement une question d'argent, c'était le cœur du pouvoir symbolique. C'était ce qui reliait officiellement le nom Onassis à la terre grecque, à son prestige, à son histoire millénaire. Le plan du patriarche était d'une simplicité biblique. À ses 21 ans, Athina devait assumer la présidence de la fondation. Elle devait s'asseoir sur le trône et régner sur l'intégralité de l'empire, bouclant ainsi le mythe de la dynastie. Elle était la seule, la dernière, l'héritière légitime par le sang. Qui d'autre aurait pu prétendre à une telle place ? Qui d'autre aurait pu oser s'interposer entre une Onassis et son héritage ? Pourtant, Athina allait apprendre une leçon d'une amertume infinie. Porter le nom ne signifie pas posséder la clé. Et certains héritages préfèrent dévorer leurs héritiers plutôt que de se laisser dompter. La forteresse qu'Aristote avait bâtie pour protéger son sang était sur le point de se refermer sur la dernière de sa lignée. Car dans ce monde de requins, la légitimité n'est qu'un mot qu'on efface avec un décret.
Le véritable conflit n'allait pas opposer Athina au monde, mais Athina à l'ombre de son propre grand-père. Car posséder des milliards est une chose, mais commander à ceux qui les gèrent en est une autre. Et la jeune femme allait bientôt découvrir que le trône qu'on lui avait promis était truffé de lames de rasoir dissimulées sous le velours. À mesure que l'année 2006 pointait à l'horizon, une agitation fébrile s'emparait des bureaux feutrés de la fondation Alexander S. Onassis. Ce n'était pas l'effervescence d'une célébration, mais le froid calcul d'un peloton d'exécution bureaucratique. Dans l'ombre des marbres d'Athènes, les administrateurs, ces hommes en gris qui avaient juré de protéger le temple, s'apprêtaient à commettre l'irréparable. Quelques mois seulement, avant qu'Athina n'atteigne ses 21 ans, l'âge de la consécration, le couperet tomba. Par une manœuvre juridique d'une cruauté chirurgicale, ils modifièrent les statuts de la fondation. D'un trait de plume, ils effacèrent le droit automatique d'Athina à la présidence. Ce n'était pas une simple modification technique, c'était une excommunication. La justification avancée par le Conseil fut une insulte jetée au visage de la dernière survivante de la lignée. Ils décrétèrent qu'elle n'était pas assez grecque. Ils pointèrent du doigt son éducation suisse, son accent français, son incapacité à maîtriser la langue d'Homère avec la fluidité exigée par le prestige de son grand-père. On lui reprocha ses silences d'adolescente, ses déclarations passées où elle avouait son dégoût pour ce sang maudit, son absence de diplôme universitaire, son manque d'expérience dans les arcanes de la haute finance. En réalité, il lui signifiait qu'elle était une étrangère dans sa propre famille. Propriétaire des murs, mais interdite de séjour au trône, Athina se jeta dans la bataille avec la rage du désespoir. Avocats, recours, procédures interminables, chaque audience était une nouvelle plaie ouverte devant les caméras du monde entier. Mais la machine était trop bien huilée. Elle perdit. Perdre ce combat, ce n'était pas perdre un salaire ou un titre honorifique, c'était perdre son ancrage. Pour la première fois de sa vie, le nom qui l'avait emprisonné refusait de lui offrir sa seule récompense, la légitimité. Le patronyme qui avait dévasté son enfance lui fermait maintenant la porte au nez. Elle était la héritière milliardaire, mais une héritière sans patrie, déconnectée. Une pièce d'orfèvrerie que l'on range dans un tiroir parce qu'elle ne correspond plus au décor. C'est à cet instant précis, quand le socle de son identité s'est fissuré, qu'Athina a cherché un ailleurs. Si la Grèce ne voulait pas d'elle, elle se construirait un royaume de sable et de cuir, loin des administrateurs et des fantômes de Scorpios. Dans cet univers clos du saut d'obstacles, où l'adrénaline remplace le sang, elle a croisé le regard d'un homme qui semblait, pour une fois, ne pas avoir faim de son or. Álvaro Afonso de Miranda Neto, que le monde connaît sous le nom de Doda. Il était tout ce que son monde n'était pas. Un champion olympique brésilien, un athlète respecté, un homme qui avait déjà un nom, un prestige, une gloire acquise à la pointe des éperons. De 12 ans son aîné, Doda dégageait cette assurance tranquille des hommes qui n'ont rien à prouver. Il n'était pas un nécessiteux ébloui par l'éclat des diamants, il était un égal. Et pour une femme élevée dans la méfiance absolue, la sécurité est le plus dangereux des aphrodisiaques. Avant de découvrir comment ce refuge passionnel s'est lentement transformé en un piège de velours où chaque baiser avait un coup caché, rejoignez notre cercle pour ne rien manquer de la suite de cette saga. Athina ne s'est pas simplement amourachée d'un cavalier. Elle s'est jetée dans ses bras comme on se jette dans un canot de sauvetage au milieu d'un naufrage. À ses côtés, elle n'était plus la cible des banquiers grecs. Elle était juste Athina, une femme amoureuse d'un sport et d'un homme. Elle cherchait cette normalité qu'aucun de ses milliards n'avait pu lui offrir. Le luxe, elle le possédait depuis le berceau, il l'ennuyait. Ce qu'elle voulait, c'était la vérité d'un lien. Mais dans l'univers Onassis, la vérité est une marchandise rare. Leur relation s'est consumée à une vitesse folle, celle des gens qui ont fin de vie parce qu'ils ont trop longtemps fréquenté les cimetières. Mais dans les coulisses, un œil restait aux aguets. Thierry Roussel, le père, observait ce rapprochement avec une froideur inquiète. Il ne croyait pas au désintéressement, pas parce qu'il était un saint, mais parce qu'il connaissait trop bien la mécanique de corruption qu'exerce une telle fortune sur les âmes les plus nobles. Il savait que l'argent des Onassis ne se contente pas d'acheter, il déforme. Il savait que sa fille, derrière son armure de milliards, cachait une fragilité émotionnelle que toutes les banques de Suisse ne pourraient jamais combler. Ce que la jeune héritière ne voyait pas, aveuglée par l'éclat de cette nouvelle vie au Brésil, c'est que l'amour,
lorsqu'il fleurit sur une terre empoisonnée par les rancœurs et les secrets, finit souvent par donner des fruits amers. Elle pensait avoir trouvé un partenaire pour construire un futur. Elle ignorait encore qu'elle venait peut-être de signer le contrat le plus coûteux de son existence, un contrat où les clauses n'étaient pas écrites à l'encre, mais dans l'ombre de ses propres doutes. Le manque d'affection est un carburant hautement inflammable qui, lorsqu'il tombe entre les mains de ceux qui savent le manipuler, finit toujours par provoquer une explosion. Thierry Roussel, le père, a cru qu'il pourrait maintenir sa fille sous tutelle éternellement. Il a tenté de resserrer les rênes, de justifier un contrôle financier étouffant sous le couvert une protection paternelle. Mais pour Atina, ce N était qu'une énième variante de la prison qu'elle habitait depuis sa naissance. Elle avait passé sa vie à voir des hommes en costume gris, des conseils d'administration et des armadas d'avocats décider de l'heure de son réveil et de la couleur de ses rideaux. En voyant son père tenter de s'immiscer dans ses choix d'aider adultes, elle n'a pas vu un protecteur, elle a vu un geôlier. La rupture fut une violence bureaucratique inouïe. Atina, la jeune femme réservée, a soudainement montré les dents du prédateur dont elle porte le nom. Elle a lancé une offensive judiciaire sans précédent pour arracher son empire des mains de son père. Le procès fut un spectacle de déchirement public, une mise à nu des rancœurs accumulées pendant des décennies. Elle a gagné, elle a repris les clés du coffre. Mais dans la dynastie Onassis, chaque victoire est une amputation. En chassant Thierry de sa vie financière, elle a effacé de sa vie tout court. À 3 ans, elle avait perdu sa mère par la mort. À 20 ans, elle perdait son père par choix. Elle s'est retrouvée seule au milieu d'un océan de dollars, avec pour seule boussole une soif désespérée d'autonomie. Le 3 décembre 2005, dans la chaleur moite de Sao Paulo, le monde a cru assister à la fin de la malédiction. Le mariage d'Atina et de Doda Miranda fut une mise en scène de la démesure. 400 agents de sécurité, des invités triés sur le volet, elle, élite mondiale du saut d'obstacles et des flots de champagne pour noyer les souvenirs. La presse est jetée sur l'événement comme sur une proie fraîche, célébrant union de la milliardaire orpheline et du champion olympique. Mais derrière elle, éclat des diamants, le silence était assourdissant. Ni son père ni sa belle-mère n'étaient présents. La chaise vide de Thierry Roussel hurlait plus fort que l'orchestre. La famille N était plus qu'un champ de ruines fumantes. Peu après, dans un geste d'une portée symbolique immense, elle a troqué son identité pour devenir Atina Onassis de Miranda. Pour le commun des mortels, C est une formalité. Pour elle, C était un rituel d'exorcisme. Elle pensait qu'en ajoutant ce nouveau nom, elle diluerait le poison du précédent. Elle voulait cesser d'être uniquement elle héritière pour devenir enfin elle épouse. Mais on ne se débarrasse pas d'un nom comme Onassis. C est une marque au fer rouge qui finit toujours par remonter à la surface, peu importe l'épaisseur de la couche de normalité que elles ont tenté d'appliquer par-dessus. Le couple S est alors immergé dans l'équitation, transformant leur passion en un projet de vie colossal, presque obsessionnel. Ils ont fondé Eddy Sport Horses en Belgique, une machine de guerre destinée à la compétition et à l'élevage. Atina a injecté des fortunes dans les infrastructures, achetant les chevaux les plus chers de la planète, finançant des logistiques de pointe et créant même Atina Onassis International Horse Show. Pour la première fois, elle avait l'impression de transformer son héritage en un but concret. Dans le milieu équestre, LN était jugée que sur sa performance, sur le saut, sur la seconde de trop. L'argent ne pouvait pas forcer un cheval à franchir une barre de 2 mètres. C était sa vérité, sa seule zone de pureté. Pendant des années, elle a voulu croire à ce mirage. Elle a ignoré les signes, les murmures, les petits inconforts que on avale pour ne pas briser le décor. Elle pensait que Doda était exception à la règle universelle des Onassis. Il était célèbre, il était médaillé, il avait son propre prestige. Elle est persuadée qu'il ne l'aimait pas pour son solde bancaire, mais pour elle-même. C et elle, erreur fatale des héritières, confondre le prestige avec le désintéressement. Le saut d'obstacles à ce niveau n'est pas un sport. C est un broyeur de billets qui nécessite un flux constant d'argent frais. Atina S est agrippée à cette vie brésilienne comme à une bouée de sauvetage, sans voir que les prédateurs les plus dangereux ne sont pas ceux qui crient leur faim, mais ceux qui attendent patiemment que la proie baisse sa garde. Elle ne savait pas encore que le destin Onassis ne fait jamais de cadeaux. Il ne fait que des prêts à des taux usuraires. Et le moment de payer les intérêts approchait, sous la forme d'une trahison si banale et si cruelle qu'elle allait faire passer tous les procès de son père pour de simples querelles de cour d'école.
Car si Athina pensait avoir enfin trouvé la paix dans les bras d'un champion, elle allait bientôt découvrir que elle, on peut acheter les meilleurs chevaux du monde, mais qu'on ne peut jamais acheter la fidélité d'un homme qui a pris goût au luxe absolu. 11 années. Ce n'est pas seulement une décennie, c'est une éternité quand on s'efforce chaque matin de croire à un mensonge pour ne pas sombrer dans l'abîme. 11 ans qu'Athina Onassis s'appliquait à construire une vie qui n'appartenait qu'à elle, loin des flottes de pétroliers et des fantômes de son grand-père. Elle avait enfin réussi l'impossible, convaincre le monde, et surtout se convaincre elle-même que le sang des Onassis n'était plus un poison. Elle n'était plus l'orpheline traquée, elle était une championne, une épouse, une femme de chair et d'os. Mais la tragédie chez les Onassis n'est pas un accident de parcours, c'est une force gravitationnelle. Elle finit toujours par vous ramener au sol. En 2014, le couple achète une propriété à Wellington, en Floride, pour 12 millions de dollars. Un domaine équestre aux allures d'Éden conçu pour la stabilité et la permanence. Là-bas, entre les écuries de luxe et les pistes d'entraînement, Athina se sentait invincible. Elle était la milliardaire respectée, l'athlète accomplie, la femme aimée. Elle tenait enfin les rênes de son destin. Pourtant, le destin Onassis est un dramaturge cruel qui aime répéter ses thèmes favoris, la solitude, l'argent et surtout la trahison. En 2016, le thème est revenu avec la violence d'un coup de sabre. Une nuit, dans le silence feutré de cette demeure floridienne, la sécurité ne trouve pas un intrus, mais un scandale. Doda Miranda est pris en flagrant délit dans le lit conjugal avec une autre femme. Ce n'était pas une rumeur de tabloïd, ce n'était pas un soupçon de couloir. C'était la réalité, nue et brutale, explosant au cœur du seul sanctuaire qu'elle croyait inviolable. La scène est d'une cruauté presque cinématographique. Un miroir parfait de la vie de sa mère, Christina, elle aussi dévastée par les infidélités d'un mari prédateur. À cet instant, Athina a compris qu'elle n'avait jamais quitté Scorpios. Elle était simplement dans une autre chambre de la même prison. Doda a supplié les gardes. Il a imploré le silence. Mais les hommes de l'ombre ne sont pas des amis. Ce sont des professionnels dont la fonction est de protéger leur employeuse, même si la vérité doit l'anéantir. Lorsque le rapport tombe, Athina ne hurle pas. Elle ne négocie pas. Elle fait ce que font les êtres dont le cœur a été broyé trop tôt, elle s'évapore. Elle rassemble ses affaires et quitte le sol américain pour se réfugier en Belgique, dans un mutisme de glace. Le mariage était mort, mais l'agonie ne faisait que commencer, car dans cet univers, on ne se sépare pas, on s'entre-déchire. Le divorce n'est plus une affaire sentimentale, c'est une guerre de tranchées où chaque dollar devient un obus. Avant de découvrir l'ampleur vertigineuse de la duplicité qui se cachait derrière ces 11 années de sourire, rejoignez notre cercle pour comprendre comment l'argent peut financer le plus parfait des théâtres d'ombre. Il existe une forme de trahison qui dépasse l'acte charnel pour devenir un projet de vie. En quittant Wellington cette nuit-là, Athina pensait fuir une infidélité passagère. Elle ne savait pas encore qu'elle venait de découvrir une décennie de supercherie systématique. Après les démentis d'usage et le silence des porte-paroles, un personnage surgit des archives de la famille. Alexis Manteakis, un ami proche des Onassis. Il apporte avec lui un dossier qui change tout, une révélation qui transforme le mariage en un crime psychologique. Une femme belge, une escort girl, livre les preuves d'une vérité atroce. Doda entretenait une relation parallèle depuis 8 ans. 8 ans sur 11 années de mariage. Ce n'était pas une passade, c'était une vie jumelle. La femme racontera qu'il lui a fallu 5 ans pour comprendre qui était vraiment cet homme, pour réaliser qu'il était le mari de la femme la plus riche de la planète. En 2011, en regardant un concours hippique à la télévision, elle découvre la vérité. Mais au lieu de rompre, le lien se resserre. Doda Miranda avait réussi l'exploit macabre de transformer l'infidélité en normalité quotidienne. Le coup de grâce, le détail qui révèle la noirceur du traître, réside dans l'audace. Doda avait inséré sa maîtresse dans le monde d'Athina. Elle assistait aux compétitions, fréquentait les mêmes cercles, voyageait parfois sur les mêmes traces. La trahison n'était plus une faute, c'était une humiliation silencieuse, une manière de jouir de l'impunité que confère la fortune d'une femme qu'on trompe sous ses propres yeux. Le véritable pouvoir du prédateur n'est pas de voler l'argent, c'est de voler la réalité de sa victime. Athina Onassis, la femme qui voulait brûler ses milliards pour être libre, découvrait que son or n'avait servi qu'à payer le décor de son propre malheur.
C'est ici que le scénario bascule dans une dimension proprement sinistre. Athina, cette femme qui clamait à elle adolescence qu'elle brûlerait sa fortune jusqu'au dernier centime si elle le pouvait, a passé sa vie entière à chercher un regard qui ne soit pas un inventaire. Elle voulait être vue. Elle a été gérée. Pendant 11 ans, elle a investi tout ce qu'elle possédait. Son temps, son identité, sa carrière d'athlète et un amour qu'elle croyait pur. Pour finalement découvrir qu'elle n'était pas une épouse, mais un actif financier sous haute surveillance. En 2016, lorsqu'elle envole pour la Belgique, ce n'est pas un divorce qui commence, c'est une dissection. Dans l'univers des Onassis, on ne se sépare pas seulement d'un corps ou d'un souvenir. On arrache des morceaux des entreprises, des titres de propriété, des flottes de chevaux et des espérances. Doda Miranda n'est pas parti en silence. Il a attaqué. Il a contesté l'accord prénuptial avec la ferveur d'un créancier réclamant son dû. Il a exigé 11 millions de dollars d'indemnités, comme si vivre à ses côtés avait été un labeur méritant salaire. Il a réclamé 350 000 dollars de pension mensuelle, des droits sur les écuries, le contrôle sur leurs opérations communes. Lorsque les comptables ont fait l'addition de ces prétentions, le chiffre est tombé comme un couperet, 400 millions de dollars. Ce n'était plus une demande de divorce. C'était un raid financier. Pour la première fois, Athina a dû utiliser son or comme un bouclier. Le monde aime croire que les riches gagnent toujours, mais la réalité est plus cruelle. Le riche est une cible mouvante, entourée de gens qui attendent patiemment qu'il saigne. L'équipe juridique d'Athina a alors sorti les preuves. Les dossiers d'infidélité, les registres des hôtels, les traces indélébiles d'une double vie. Dans enceinte froide du tribunal belge, la trahison a cessé d'être une blessure intime pour devenir un document officiel. Et le document a un poids que les larmes n'ont pas. En novembre 2017, la sentence tombe et brise les ambitions du cavalier. Doda repart avec des miettes face à l'empire qu'il espérait démembrer. Pour Athina, c'est une victoire technique, mais une défaite humaine totale. Le coup est invisible, mais dévastateur. Une paranoïa renouvelée et la certitude glaçante que personne, jamais, n'a été différent des autres. Pourtant, la blessure la plus profonde n'était pas émotionnelle, elle était mathématique. À 18 ans, Athina pesait environ 2,3 milliards de dollars. Une montagne de billets que on pensait éternelle. Mais les fortunes ne éteignent pas dans un grand fracas. Elles évaporent goutte à goutte comme une bougie de luxe brûlant dans l'ombre. L'équitation n'est pas un sport pour les Onassis. C'est une hémorragie. Les chevaux à 10 millions, les vétérinaires, les jets privés pour transporter les montures, les écuries internationales, la sécurité armée 24 heures sur 24, les impôts colossaux, les conseillers qui se servent au passage. Contrairement aux cargos du grand-père qui générèrent de la richesse, les chevaux ne font que la piétiner. Peu à peu, l'empire a rétréci. Pour maintenir le train de vie de cette prison dorée, Athina a commencé à vendre des lambeaux de son passé. Elle a vendu les bijoux de sa mère, les tableaux de son grand-père, les souvenirs d'une gloire qu'elle a jamais connue. Le symbole ultime de cette déliquescence a eu lieu en 2013, la vente de Scorpios, l'île sacrée. Le lieu où Aristote avait bâti sa légende, où Christina reposait pour l'éternité. En vendant cette terre, Athina n'a pas seulement fait une transaction immobilière. Elle a arraché ses racines. Elle a vendu les tombes de ses ancêtres pour ne plus avoir à porter le poids de leur nom. C'était un acte de capitulation finale. Ombre des Aristote Onassis plane toujours sur les eaux de la mer Ionienne, mais le sang habite plus les lieux. Homme qui voulait tout posséder a fini par créer une descendance qui ne veut plus rien avoir. Athina Onassis reste aujourd'hui la dernière héritière une dynastie qui a découvert trop tard que or ne sert qu'à acheter le silence des murs. Elle vit désormais loin des caméras, dans une discrétion qui ressemble à un effacement volontaire. L'empire est tombé, non pas sous les coups d'un ennemi extérieur, mais consumé de intérieur par sa propre démesure. Le nom des Onassis est désormais une cicatrice dans l'histoire. Le rappel brutal que si argent peut acheter une île, il ne peut jamais acheter un refuge contre soi-même. La presse internationale a traité cet effondrement comme une simple colonne de chiffres dans un grand livre de comptes. Mais la réalité est d'une cruauté bien plus organique. Athina ne gérait pas une crise financière, elle simplifiait son existence parce que l'empire était en train de pourrir sur pied.
et cette ruine n'avait rien d'explosif. C'était une érosion silencieuse, un patrimoine titanesque drainé par des décennies de tragédies grecques, de choix impulsifs et de prédateurs qui s'étaient servis à la table du roi jusqu'à ce que la nappe soit tachée de sang. Lorsque les échos du divorce de 2017 se sont enfin tus, Athina a conservé les restes, mais ce qui demeurait n'était plus le monument que le monde imaginait. Le trône était toujours là, dressé au milieu de la pièce, mais le château avait perdu ses murs et ses toits. Et c'est ici que la question change de nature. Athina a-t-elle perdu des milliards, ou a-t-elle enfin payé le prix de sa liberté? Ce que le public refuse de comprendre sur les fortunes dynastiques, c'est qu'elles n'ont pas besoin d'être volées pour s'évanouir. Elles se consument de l'intérieur. Elles dévorent l'énergie, le temps, la confiance et l'âme de ceux qui les possèdent. À la fin de l'année 2017, Athina Onassis était encore une femme absurdement riche, d'une opulence inatteignable pour le reste de l'humanité, mais elle n'était plus le mythe intact que le monde avait découvert avec fascination en 2003. La jeune fille qui s'était réveillée milliardaire le jour de ses 18 ans s'était métamorphosée en une femme marquée par des pertes successives, des trahisons répétées et une existence passée à être traitée comme un numéro de série sur un lingot d'or. Le plus tragique dans cette odyssée n'est pas la dilapidation des biens, mais la condamnation à porter un héritage qu'elle n'a jamais sollicité. Athina n'est pas née riche. Elle est née à l'intérieur d'une structure où la richesse était l'unique identité. Un patronyme si lourd qu'il tordait chaque relation humaine avant même qu'elle ne commence. C'est le genre de nom qui ouvre toutes les portes de la terre, mais qui vous empêche de savoir qui vous serrerait dans ses bras si ces mêmes portes restèrent closes. Lorsqu'elle a franchi le seuil de la majorité, les journaux ont dressé un inventaire du pouvoir. Des flottes de pétroliers, des banques, des gratte-ciel à Manhattan, des œuvres d'art inestimables, des îles privées. Mais aucun inventaire ne décrit la solitude d'une enfant que l'on escorte jusque dans ses rêves. Aucun bilan comptable ne raconte la paranoïa de savoir qu'un enlèvement n'est pas une fiction de cinéma, mais une probabilité statistique permanente. Pour Athina, la sécurité n'était pas un luxe de starlette, c'était sa condition d'existence. L'héritière Onassis ne marchait pas, elle était déplacée sous garde armée. Elle ne faisait pas confiance, elle évaluait le danger. Elle ne se donnait pas, elle calculait le risque. Quand on vit dans ce bunker émotionnel, on finit par ne plus désirer l'or, mais le silence. On ne cherche plus la puissance, mais l'invisibilité. On veut le contrôle sur sa propre vie, pas sur le prix du baril. C'est précisément ce qui s'est produit après le naufrage de son mariage avec Doda. Athina a disparu. Ce ne fut pas la fuite d'une lâche, mais le retrait stratégique d'une femme qui a compris que l'exposition médiatique est un poison lent. Elle a raréfié ses apparitions, ne se laissant apercevoir que dans les écuries, seul endroit où le crottin et la sueur des chevaux parviennent à masquer l'odeur de l'argent. Pendant ce temps, les chiffres sont redevenus un spectacle pour les autres. Combien lui reste-t-il? Est-elle ruinée? Les estimations flottent au gré des mystères, 500 millions pour les pessimistes, 1 milliard pour les rêveurs. Mais la question cruciale n'est pas de savoir ce qu'elle possède encore sur ses comptes azuriques. La question est de savoir quelle quantité de plomb elle a réussi à retirer de ses propres épaules. Dans un mouvement qui ressemble à un exorcisme, Athina a commencé à liquider les vestiges de l'Empire. Elle a vendu des propriétés, soldé des actifs, réduit la voilure du navire amiral. Pour l'observateur superficiel, cela ressemble à de la décadence, à une chute. Mais pour celui qui comprend le poids psychologique du sang des Onassis, c'est une libération méthodique. Chaque vente est un effacement. Chaque propriété cédée est un morceau du passé que l'on brûle pour ne plus avoir à l'habiter. Elle détruit son propre autel pour ne plus y être sacrifiée. Le symbole ultime de cette rupture fut la vente de Scorpios en 2013. L'île n'était pas un simple lopin de terre en Méditerranée. Elle était le cœur battant du mythe. Le mausolée où Aristote, Alexander et Christina ont été mis en terre. En vendant le tombeau de la légende, Athina a hurlé au monde qu'elle ne serait pas la gardienne de ce temple funéraire. Elle a brisé la chaîne. Elle a refusé de passer sa vie à fleurir les tombes d'un empire qui n'a engendré que de la tristesse. Le monde appelle cela perdre une fortune, mais en réalité, pour la première fois de sa lignée,
une Onassis a choisi ce qu'elle acceptait de perdre. Le témoin silencieux, cette île de Scorpios désormais aux mains d'un oligarque russe, n'est plus le sanctuaire d'une dynastie, mais le vestige d'une ambition dévorante qui a fini par s'éteindre. Atina vit désormais dans l'ombre, là où les milliards ne font plus de bruit. Elle est la dernière survivante d'un naufrage magnifique, une femme qui a compris que pour ne pas couler avec les trésors de son grand-père, il fallait accepter de les laisser au fond de l'océan. La malédiction s'arrête ici dans le silence d'une vie enfin ordinaire, payée au prix d'un empire. Le temps a fini par accomplir ce que ni les avocats ni les gardes du corps N avaient réussi à faire. Transformer la proie en ombre. Celle qui fut traquée par chaque objectif, chaque gros titre et chaque rumeur de salon est devenue une silhouette spectrale. Une présence presque fantasmagorique qui refuse de nourrir la bête médiatique. La milliardaire que le monde voulait voir briller, est-ce exposée, dépensée et est-ce effondrée en public, a choisi la seule insulte que la haute société ne pardonne jamais. Le silence. Cette société exige que la richesse soit un spectacle. Elle impose aux nantis de prouver leur rang par elle ostentation. Atina a fait, elle, exact opposé. Elle a converti son luxe en mutisme et son héritage en anonymat, laissant les curieux sur leur faim, devant une porte verrouillée de haine intérieure. Quelques rares clichés ont capturé son passage lors des événements sociaux, comme à Monte-Carlo en 2021. Les photographies ne montrèrent plus la jeune héritière au visage lisse et à elle, avenir radieux. Elle révélait une femme sculptée par la tragédie, une physionomie où chaque ligne semblait porter le poids des une décision judiciaire ou des une trahison intime. Le corps change quand la vie exige le paiement des intérêts usuraires sur votre propre bonheur. Le regard se glace quand vous comprenez, bien avant l'âge de la sagesse, que rien ne garantit la félicité, surtout pas un compte en banque capable d'acheter des pays entiers. Atina est aujourd'hui plus réservée, plus distante, mais paradoxalement plus proche d'une vérité qu'elle a longtemps fui. Il se murmure qu'elle aurait entamé une réconciliation discrète avec ses racines. Un intérêt nouveau pour cette langue grecque qu'elle rejetait autrefois, pour ce sang qu'elle voulait purifier par le feu. Comme si, après des décennies de fuite éperdue, elle avait réalisé qu'on ne peut pas effacer son ADN, mais qu'on peut choisir de ne plus en être elle l'esclave. Elle revient vers la Grèce non pas comme une reine réclamant son trône, mais comme une femme cherchant à comprendre le puzzle de sa propre existence, loin des obligations de symbole national ou de figure de proue un empire qui a fini par sombrer. L'empire naval, Aristote, jadis le plus puissant de la planète, n'est plus qu'un souvenir éparpillé. Les entreprises ont été démantelées, les actifs dissous, les flottes vendues pour boucher les trous creusés par la douleur. Le mythe un legs éternel s'est effondré, non par manque de moyens, mais par excès de souffrance. La fortune qui devait protéger les générations futures a été drainée en une seule vie, prouvant la thèse la plus cruelle de l'histoire des Onassis, l'argent achète pas le temps. Il ne protège pas la famille. Il empêche ni la mort, ni la trahison, ni la solitude absolue au sommet d'une tour de verre. Atina a pas seulement perdu des milliards, elle a perdu le droit à l'insouciance. Elle a perdu une mère à 3 ans. Elle a perdu un père par la rupture. Elle a été rejetée par la fondation qui portait le nom de son oncle et a vu son mariage, son seul refuge, se transformer en une arnaque sentimentale à 400 millions de dollars. Pourtant, elle est toujours là. Elle survit, juchée sur ses chevaux, dans le seul univers qu'elle a choisi de ses propres mains. Elle possède sans doute moins d'argent qu'en 2003, mais elle possède quelque chose que tous les trésors de Scorpios ne pouvaient lui offrir, le contrôle de son propre silence. Certains diront qu'elle a gâché son héritage. Ce sont ceux qui n'ont jamais porté un nom comme une malédiction. Elle avait promis de tout brûler. Elle l'a fait, non pas avec des allumettes, mais par la dissolution, par le désengagement, par la vente de chaque pierre qui la reliait à ce passé dévorant. En vendant Scorpios, elle n'a pas seulement cédé un terrain, elle a détruit l'autel sur lequel elle était sacrifiée depuis sa naissance. La tragédie et pas qu'elle ait perdu sa fortune. La véritable tragédie aurait été qu'elle reste prisonnière de milliards qu'elle n'a jamais demandé. La liberté, pour une femme comme elle, ne consistait pas à gagner plus, mais à se délester du poids mort. Empire s'est évaporé, il a changé de maître. La fantaisie de éternité a rejoint les abysses. Atina demeure, non pas comme une princesse de conte de fées,
mais comme une rescapée. La dernière héritière D, un nom légendaire, tente enfin D être simplement une femme, trouvant la paix dans la perte de ce qu'elle n'a jamais voulu porter. Elle, histoire S, s'achève là où elle a commencé, au bord de l'eau, mais cette fois, le témoin silencieux N n'est plus une île de marbre. C est une femme qui regarde l'horizon sans plus rien devoir à personne. Certains héritages sont des cadeaux, des autres sont des chaînes. Atina a enfin brisé les siennes.